Chapitre 2. Ainsi, les 3 avions postaux de Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, de l'ouest et du nord vers Buenos Aires. On y attendait leur chargement pour donner le départ, vers minuit, à l'avion d'Europe. 3 pilotes, chacun à l'arrière d'un capot lourd comme un chaland, perdus dans la nuit, méditaient leur vol et vers la ville immense descendraient lentement de leur ciel d'orage ou de paix, comme d'étranges paysans descendant de leurs montagnes. Rivière, responsable du réseau entier, se promenait de long en large sur le terrain d'atterrissage de Buenos Aires. Il demeurait silencieux car, jusqu'à l'arrivée des 3 avions, cette journée, pour lui, restait redoutable. Minute par minute, à mesure que les télégrammes lui parvenaient, Rivière avait conscience d'arracher quelque chose au sort, de réduire la part d'inconnus et de tirer ses équipages hors de la nuit jusqu'au rivage. Une manœuvre aborda Rivière pour lui communiquer un message du poste radio. Le courrier du Chili signale qu'il aperçoit les lumières de Buenos Aires. Bien. Bientôt, Rivière entendrait cet avion. La nuit en livrait un déjà, ainsi qu'une mer pleine de flux et de reflux et de mystères, livre à la plage de trésors qu'elle a si longtemps ballottée. Et plus tard, on recevrait d'elle les 2 autres. Alors cette journée serait liquidée. Alors, les équipes usées iraient dormir, remplacées par les équipes fraîches. Mais Rivière n'aurait point de repos. Le courrier d'Europe, à son tour, le chargerait d'inquiétude. Il en serait toujours ainsi, toujours. Pour la première fois, ce vieux lutteur s'étonnait de se sentir las. L'arrivée des avions ne serait jamais cette victoire qui termine une guerre et ouvre une ère de paix bienheureuse. Il n'y aura jamais, pour lui, qu'un pas de fait précédant 1000 pas semblables. Il semblait à Rivière qui soulèverait un poids très lourd à bras tendus depuis longtemps, un effort sans repos et sans espérance. Je vieillis. Il vieillissait si dans l'action. Il vieillissait si dans l'action seul, il ne trouvait plus sa nourriture. Il s'étonna de réfléchir sur des problèmes qu'il ne s'était jamais posés. Et pourtant... Et pourtant revenait contre lui avec un murmure mélancolique, la masse des douceurs qu'il avait toujours écartées. Un océan perdu. Tout cela est donc si proche. Il s'aperçut qu'il avait peu à peu repoussé vers la vieillesse pour quand il aurait le temps, ce qui fait douce la vie des hommes. Comme si réellement on pouvait avoir le temps un jour, comme si l'on gagnait à l'extrémité de la vie, cette paix bienheureuse que l'on imagine. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a peut-être pas de victoire. Il n'y a pas d'arrivée définitive de tous les courriers. Rivière s'arrêta devant Leroux, un vieux contremaître qui travaillait. Leroux, lui aussi, travaillait depuis 40 ans. Et le travail prenait toutes ses forces. Quand Leroux rentrait chez lui vers 10 heures du soir ou minuit, ce n'était pas un autre monde qui s'offrait à lui. Ce n'était pas une évasion. Rivière sourit à cet homme qui relevait son visage lourd et désignait un axe bleui. Ça tenait trop dur, mais je l'ai eu. Rivière se pencha sur l'axe, et Rivière était repris par le métier. Il faudra dire aux ateliers d'ajuster ces pièces-là, plus libres. Il tâta du doigt les traces du grippage, puis considéra de nouveau Leroux. Une drôle de question lui venait aux lèvres, devant ses rides sévères. Il en souriait. Vous vous êtes beaucoup occupé d'amour, Leroux, dans votre vie. D'amour. Oh, l'amour, vous savez, monsieur le directeur, vous êtes comme moi, vous n'avez jamais eu le temps. Pas bien beaucoup. Rivière écoutait le son de la voix pour connaître si la réponse était amère. Elle n'était pas amère. Cet homme éprouvait en face de sa vie passée le tranquille contentement du menuisier qui vient de polir une belle planche. Voilà, c'est fait. Voilà, pensait Rivière, ma vie est faite. Il repoussa toutes les pensées tristes qui lui venaient de sa fatigue. Il se dirigea vers le hangar, car l'avion du Chili grondait. 4 minutes 30. Je peux continuer un peu. Chapitre 3. Le son de ce moteur lointain devenait de plus en plus dense. Il mûrissait, on donna les feux. Les lampes rouges du balissage dessinaient un hangar, un pylône TSF, un terrain carré. On dressait une fête. Le voilà. L'avion roulait déjà dans le faisceau des phares, si brillant qu'il en semblait neuf. Mais quand il eut stoppé, enfin, devant le hangar,
Tandis que les mécaniciens et les manœuvres se pressaient pour décharger la poste, le pilote pèlerin ne bougea pas. « Eh bien, qu'attendez-vous pour descendre ?» Le pilote, occupé à quelque mystérieuse besogne, ne daigna pas répondre. Probablement il écoutait encore tout le bruit du vol passé en lui. Il hochait lentement la tête et, penché en avant, manipulait on ne sait quoi. Enfin, il se retourna vers les chefs et les camarades et les considéra gravement, comme sa propriété. Il sembla les compter et les mesurer, et les peser. Et il en pensait qu'il avait bien gagné, et aussi ce hangar de fête et ce ciment solide, et, de plus loin, cette ville avec son mouvement, ses femmes et sa chaleur. Il tenait ce peuple dans ses larges mains, comme des sujets, puisqu'il pouvait les toucher, les entendre et les insulter. Il pensait d'abord les insulter d'être là, tranquille, sûr de vivre, admirant la lune, mais il fut débonnaire. « Paierai à boire !» Et il descendit. Il voulut raconter son voyage. Si vous saviez. Jugeant sans doute en avoir assez dit, il s'en fut retirer son cuir. Quand la voiture l'emporta vers Buenos Aires, en compagnie d'un inspecteur morne et de Rivière silencieux, il devint triste. C'est beau de se tirer d'affaire et de lâcher avec santé en reprenant pied de bonnes injures. Quelle joie puissante! Mais ensuite, quand on se souvient, on doute, on ne sait de quoi. La lutte dans le cyclone, ça au moins c'est réel, c'est franc, mais non le visage des choses, ce visage qu'elles prennent quand elles se croient seules. Il pensait, c'est tout à fait pareil à une révolte, des visages qui pâlissent à peine, mais changent tellement. Il fit un effort pour se souvenir. Il franchissait, paisible, la cordillère des Andes. La cordillère des Andes. Les neiges de l'hiver pesaient sur elle de toute leur paix. Les neiges de l'hiver avaient fait la paix dans cette masse, comme les siècles dans les châteaux morts. Sur 200 kilomètres d'épaisseur, plus un homme, plus un souffle de vie, plus un effort. Mais des arêtes verticales, qu'à 6000 d'altitude on frôle, mais des manteaux de pierre qui tombent droit, mais une formidable tranquillité. Ce fut aux environs du pic Tupangato. Il réfléchit. Oui, c'est bien là qu'il fut le témoin d'un miracle. Car il n'avait d'abord rien vu, mais s'était simplement senti gêné, semblable à quelqu'un qui se croyait seul, qui n'est plus seul, que l'on regarde. Il s'est senti trop tard, et sans bien comprendre comment, entouré par de la colère. Voilà, d'où venait cette colère? À quoi devinait-il qu'elle suintait des pierres, qu'elle suintait de la neige, car rien ne semblait venir à lui. Aucune tempête sombre n'était en marche. Mais un monde à peine différent, sur place, sortait de l'autre. Pèlerin regardait, avec un serrement de cœur inexplicable, ces pics innocents, ces arêtes, ces crêtes de neige à peine plus gris et qui pourtant commençaient à vivre, comme un peuple. Sans avoir à lutter, il serrait les mains sur les commandes. Quelque chose se préparait, qu'il ne comprenait pas. Il bandait ses muscles, telle une bête qui va sauter, mais il ne voyait rien qui ne fût calme. Oui, calme, mais chargé d'un étrange pouvoir. Puis, tout s'était aiguisé. Ses arêtes, pics, tout devenait aigu. On les sentait pénétrer comme des étraves, le vent dur. Et puis, il lui sembla qu'elle virait et dérivait autour de lui, à la façon de navires géants qui s'installent pour le combat. Et puis, il y a eu, mêlée à l'air, une poussière. Elle montait, flottant doucement comme un voile, le long des neiges. Alors, pour chercher une issue en cas de retraite nécessaire, il se retourna et trembla. Toute la cordillère, en arrière, semblait fermenter. Je suis perdu. D'un pic à l'avant jaillit la neige, un volcan de neige. Puis, d'un second pic, un peu à droite. Et tous les pics ainsi, l'un après l'autre, s'enflammèrent, comme successivement touchés par quelqu'un visible coureur. C'est alors qu'avec les premiers remous de l'air, les montagnes autour du pilote oscillèrent. L'action violente laisse peu de traces. Il ne retrouvait plus en lui le souvenir des grands remous qu'il avait roulés. Il se rappelait seulement s'être débattu avec rage dans ces flammes grises. Il réfléchit. Le cyclone, ce n'est rien. On sauve sa peau. Mais auparavant, mais cette rencontre que l'on fait. Il pensait reconnaître entre 1000 un certain visage, et pourtant,
il l'avait déjà oublié.